Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Emmanuel Macron a un plan pour le Louvre. Annoncé fin janvier en grande pompe, cette nouvelle renaissance, c'est le nom du projet, doit permettre de faire face à sa fréquentation exceptionnelle. Une nouvelle grande entrée, une Joconde déplacée, des billets plus chers et des rénovations un peu partout. Des chantiers dont le budget pourrait atteindre 800 millions d'euros selon l'entourage du président de la République. Pour Emmanuel Macron, il s'agirait de laisser une empreinte sur le joyau parisien, musée le plus visité du monde, et peut-être aussi de revenir sur le devant de la scène politique en France. Pour cet épisode, j'ai invité mes deux collègues, Sandra Bifolacut et Francesco Fontemaggi. Sandra s'occupe des beaux-arts et du patrimoine au service culture de l'AFP. Francesco, lui, est l'un de nos correspondants à l'Élysée. Sur le fil. C'est un Louvre repensé, restauré, agrandi, qui devient pleinement épicentre de l'histoire de l'art pour notre pays et au-delà. Cela passera d'abord par la création d'une nouvelle grande entrée, au niveau de la colonnade de Perrault, vaste et efficace, qui permettra de rééquilibrer, là aussi, la manière de visiter le Louvre et de le rouvrir, de le redonner aux Parisiennes et aux Parisiens dans son accès. Dos à la Joconde, solennel, Emmanuel Macron déroule son plan pour 2031. Un projet colossal de son propre aveu, un projet que nous détaille ma collègue Sandra. Le musée du Louvre est le musée le plus visité au monde, devant le British Museum, les musées du Vatican et le Met à New York. Il a accueilli près de 9 millions de visiteurs en 2024. Avant la crise du Covid, il en accueillait environ 10 millions chaque année, dont 80% de visiteurs étrangers. Quand la pyramide du Louvre a été conçue et promue par François Mitterrand, elle a été conçue pour accueillir 4 millions de visiteurs. Donc on voit que c'est devenu beaucoup trop petit, c'est engorgé. En plus, elle a des problèmes structurels. Elle commence à être très usée puisque c'est une pyramide qui est toute en verre. Et cette nouvelle grande entrée serait située du côté est, c'est-à-dire en face de l'église Saint-Germain de l'Auxerrois, qui permettrait de faire entrer les visiteurs de manière beaucoup plus fluide des deux côtés, en fait. Il y a aussi la Joconde. Le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci doit être déplacé. Ensuite, la Joconde, c'est peut-être le tableau le plus connu dans le monde, avec aussi la liberté guidant le peuple de Delacroix, ou la victoire de Samothrace, la Vénus de Milo. Tous ces chefs-d'œuvre sont au Louvre, et la Joconde est actuellement dans la salle des États, qui est la plus grande salle du Louvre. Je crois qu'elle fait 700 mètres carrés. Et la plupart des gens, 80% des visiteurs, viennent voir la Joconde. Ça veut dire au moins 20 000 visiteurs jour. Tous font des selfies et ça pose vraiment un problème d'embouteillage. Mais ce n'est pas tout. Le musée doit aussi être en partie restauré. Il y a beaucoup de problèmes de vétusté au Louvre. Il y a des équipements techniques totalement obsolètes, des ascenseurs en panne, des pannes d'électricité. Mais il y a aussi eu des problèmes d'infiltration d'eau, des problèmes d'inondation. En novembre 2023, il y avait une exposition sur des dessins de Gillot, qui est un graveur et un décorateur de théâtre du XVIIIe siècle, qui avait dû être fermé au bout de quelques jours en raison d'une inondation. Il y a eu plusieurs fois des évacuations préventives d'œuvres d'art pour ne pas qu'elles soient endommagées. Il y a des salles qui sont fermées régulièrement. Disons que ça ne saute pas aux yeux, mais il y a de vrais problèmes et les syndicats, comme la direction, alertent sur ces problèmes depuis des années déjà. Reste à financer ce grand plan, dont le coût est estimé à environ 7 à 800 millions d'euros sur une dizaine d'années. Plutôt 1 milliard selon les syndicats. L'État amorcera la pompe avec 10 millions investis en 2025. Les syndicats doutent de la viabilité en fait du financement. Il faut savoir que le Louvre, depuis des années pour ses grands projets, a de plus en plus recours à ses recettes propres, c'est-à-dire la location de ses espaces, la billetterie, la privatisation de certaines de ces salles, y compris celle de la Joconde, pour des dîners. Et puis la marque de licence avec le Louvre Abu Dhabi, qui permet au Louvre, depuis 2017, par le biais d'un accord gouvernemental, de récupérer régulièrement de l'argent.
Ça s'élevait, je crois, en 2023 à 83 millions d'euros, sachant que le Louvre a touché une subvention de 94 ou 96 millions d'euros en 2024. Donc c'est peu, eu égard au plan annoncé. Pour financer cet investissement, l'entrée du musée sera plus chère pour les étrangers hors Union européenne à partir de 2026. Cette tarification différenciée pourrait rapporter à terme une vingtaine de millions d'euros supplémentaires par an si l'entrée est fixée à 30 € pour les étrangers et si la fréquentation atteint 12 millions de visiteurs annuels, l'objectif visé par le président. Et vous vous demandez peut-être comme moi pourquoi Emmanuel Macron a pris la parole sur ce dossier qui relève plutôt des compétences de la ministre de la Culture, Rachida Dati. J'ai posé la question à Francesco Fontemaggi, mon collègue correspondant à l'Élysée. Depuis la dissolution et le fait que les législatives anticipées qui ont suivi, le camp macroniste a perdu, ou en tout cas est obligé de partager le pouvoir, et Macron lui-même a beaucoup moins de pouvoir et de prérogatives qu'avant. Donc à l'Élysée, on estime que la culture, le temps long, le patrimoine, le rayonnement de la France, ça peut rentrer d'une manière ou d'une autre dans les choses dont le président peut continuer à s'occuper pour donner au moins une impulsion. Alors, quelque chose qui participe du rayonnement à l'international, etc., ça n'avait pas non plus pas de sens qu'il mette son nez dedans. Ce sont, on le sait, des grands projets longs qui nécessitent beaucoup d'argent, attirer beaucoup de mécénats étrangers notamment. Donc l'implication du président peut servir au fond pour faire avancer les choses. Mais il y a aussi la volonté de s'inscrire dans une lignée, de faire l'histoire. Les présidents aiment bien avoir leur nom sur des grands projets. Le Grand Louvre, la Pyramide, c'était François Mitterrand. Chirac avait eu son musée du Quai Branly. Macron, de ce point de vue-là, c'est un peu un cas à part parce que son grand projet, son Grand Louvre, finalement, c'était la Cité internationale de la langue française dans la restauration du château de Villers-Cotterêts. C'est très beau, c'est très réussi de l'avis des experts, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va marquer les esprits au même niveau. L'autre grand projet, c'est quand même, il s'est imposé à lui, la reconstruction de Notre-Dame et la réussite de ce chantier en 5 ans. Mais voilà, il y a un côté prestige, un côté Paris quelque part, un côté héritage plus long qui, avec le Louvre, peut lui donner la possibilité d'inscrire aussi son nom dans cette lignée-là. Cette implication, cette prise de parole, veut-elle dire quelque chose pour le paysage politique ? Cette séquence du Louvre marque le retour du président, pas forcément au premier plan, mais dans une autre position. Emmanuel Macron a aussi répondu sur TikTok à un influenceur qui disait que c'était absurde de ne pas pouvoir payer l'autoroute avec son téléphone. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Après un déplacement dans les Hauts-de-France, il a aussi rencontré des habitants, loin de la presse. Ça a été fait en catimini, c'est quelque chose qu'il met en scène aussi pour montrer que lui, il va à la rencontre des gens. Et au fond, ces stratèges à l'Élysée théorisent une forme de président qui va se faire une instance d'appel des Français. Il va être le relais des Français auprès du gouvernement. Je pense qu'on de plus en plus, on va l'entendre répondre à des appels comme ça. Donc c'est le Louvre qui dit à l'aide. Ce sera sûrement plusieurs autres réponses de ce genre, comme un peu une mouche du coche du gouvernement pour leur dire attention sur ce point-là, attention sur ce point-là. Le paradoxe, c'est quand même que Macron est extrêmement impopulaire. Beaucoup de Français, de l'aveu même des sondeurs et de beaucoup de macronistes, le détestent. Et donc, être le relais d'une population qui ne l'aime pas, on va voir quelles sont les limites de l'exercice. Faut-il pour autant s'attendre à voir le président reprendre la place médiatique qu'il occupait lors de son premier mandat, ou bien même au début du deuxième ? Est-ce qu'on va le voir beaucoup ? Je ne sais pas. Ça dépendra aussi de l'intérêt qu'il suscite encore. Sur une opération comme le Louvre, c'était évidemment une réussite. Il y a eu un grand écho international. Ce sont des sujets dont finalement tout le monde a jugé qu'il était légitime à s'exprimer. Donc sur d'autres sujets qui impliquent de dicter des politiques économiques, budgétaires, etc., on a vu que c'est moins repris parce que finalement, il n'a pas les cartes en main pour dire au gouvernement la politique économique, il faut faire ci, il faut faire ça. Il peut donner son avis, bien sûr. Il peut être une espèce de vigie de son bilan de la politique pro-entreprise menée depuis 7 ans et dire n'y touchez pas. Mais après, François Bayrou est bien obligé d'aller construire des compromis au Parlement.
et la Macronie n'est pas majoritaire au Parlement. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à mes collègues Sandra Bifo-Lacutte et Francesco Fontemaggi pour leur participation. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient demain.